La seconde partie de notre débat consacré ce soir à la lutte contre l'islam radical en France. Avant de reprendre ce débat, je voudrais qu'on écoute à nouveau, si vous le voulez bien, le Premier ministre français Manuel Valls. C'était mardi à l'Assemblée nationale. Il faut empêcher d'agir les associations qui encouragent ou diffusent des appels à la violence. S'il faut les dissoudre, nous le ferons jamais. Nous savons à qui nous avons faire face. Et donc, le ministre de l'Intérieur agit et agira avec d'abord les armes du droit, car l'état de droit est indispensable pour lutter contre le terrorisme, en faisant un travail de longue haleine là aussi, et dans la discrétion, pour fermer les mosquées quand il faut les fermer, pour s'attaquer au commerce qui alimente financièrement ce terrorisme, tout en sachant, et vous le savez, c'était rappelé par le ministre de l'Intérieur ce matin devant les présidents des assemblées et les présidents de groupe, que ce travail doit être mené d'abord sur Internet, parce que c'est là où la radicalisation, comme en prison aujourd'hui, se développe. La radicalisation en prison, Missouma Chaoui, vous êtes aumônier justement dans les prisons françaises. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour aller jusqu'au bout de votre travail dans les prisons? À l'échelle nationale, nous sommes 187 aumôniers. Moi, je m'occupe de Paris et de l'Île-de-France, y compris la formation. Nous sommes une trentaine d'aumôniers pratiquement bénévoles. Ce n'est pas du salaire. Les aumôniers n'ont pas de salaire, n'ont pas de retraite, n'ont pas de sécurité sociale. Il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement et notamment par le ministère de la Justice, la création, et notamment Manuel Valls, il a annoncé la création de 60 postes d'aumôniers sur 2015-2016 et la régularisation de la situation des retraites, voire de la sécurité sociale. Je crois qu'un aumônier en France, il ne gagne même pas 300 €, alors qu'en Belgique, c'est entre 1 200 et 1 600 €. De 100 à 840 € le maximum. C'est au 1000 millième que sont indemnisés les aumôniers. Donc c'est pratiquement du bénévolat. Ça couvre les frais de déplacement, voire de restauration. Nos aumôniers sont bénévoles. Ils ont une présence très restreinte, mais ils ont un rôle très, très important. Donc depuis une dizaine d'années, nous avions lancé à l'Institut théologique El-Ghazali de Paris la formation des aumôniers sur 2 années. Une année tronc commun, une deuxième année où on apprend aux aumôniers les institutions. Vous avez du monde? Oui, il y a du monde. Il y a du monde. Malheureusement, en tant qu'étudiant, on a du monde. Maintenant, après la formation, il y en a maintenant qui optent pour l'aumônerie militaire, voire hospitalière, parce qu'ils sont mieux payés. Mais la problématique reste qu'il faut régulariser la situation des aumôniers. Donc, il y a pour information sur la formation, le Premier ministre l'a annoncé, il y a un diplôme universitaire, un DU, qui va être obligatoire à partir de septembre prochain. Nous avions fait un accord, l'Institut El-Ghazali, avec l'Université de Sceaux, concernant les matières civiles, les institutions, la psychologie, etc., sur 2 années. Donc, l'aumônier passera une année de formation à l'Institut théologique El-Ghazali de Paris et une année pour avoir son DU. Sinon, il ne peut pas accéder ni en prison, ni à l'armée, ni dans les hôpitaux. Béling Nabli et Georges Fenech. On s'est interrogé sur l'efficacité des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre. Et là, grâce à l'exemple de monsieur, on voit bien que des fonctions, des personnes comme les aumôniers assurent une mission d'intérêt général, une mission de service public qui est de l'intérêt de tous. Mais elle signifie aussi, ce type de fonction signifie aussi que l'État ne pourra pas seul répondre aux défis djihadistes ou terroristes. Il faudra compter sur la société civile en réalité, sur les associations dont certaines ont été stigmatisées parce que certaines associations jouent le jeu finalement de la dérive islamiste. Mais en vérité, il y a aussi des associations stigmatisées, celles dont a parlé Frédéric Lefebvre par exemple, des Républicains, c'est-à-dire l'UOIF notamment. Ah non, je ne pensais pas à des associations communautaires ou religieuses assez générales ou généralistes. Vous parlez de quelles les associations dont parlait le Premier ministre étaient plutôt des associations où finalement la parole salafiste était diffusée. Donc ce sont plutôt des associations plus micro, plus ancrées dans des territoires et plus difficiles à déceler. Mais il y a aussi des associations nombreuses qui sont sur tout le territoire national, qui peuvent jouer et qui doivent jouer un rôle décisif dans le travail pédagogique, dans la manière de diffuser finalement ce qu'est la religion musulmane pour les associations cultuelles, mais aussi un travail sur ce qu'est la République, etc. Donc compter sur les associations, compter sur la société civile, un pacte de confiance finalement, sans tomber dans un système qui consisterait à exiger des citoyens et de la société civile à jouer le jeu finalement
de la délation, pour user d'un grand mot. Je pense qu'il est nécessaire quand même de rappeler que salafisme n'est pas égal djihadisme, qu'il y a des salafistes quiétistes qui sont contre la violence et que déjà les djihadistes comme l'État islamique ou autres considèrent les salafistes dans le tort. Ils sont en guerre ouverte avec les frères musulmans. Aujourd'hui, ils ont déclaré la guerre au Hamas. Donc, il faut vraiment prendre les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Salafiste n'est pas égal djihadiste. Tous les salafistes n'appellent pas à la violence. Et de surcroît, les djihadistes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, considèrent les salafistes comme des ennemis et comme des mécréants parce qu'ils habitent toujours en France. Donc, il faut vraiment mesurer les choses et ne pas mettre tout le monde dans le même sac parce que peut-être c'est via ces chemins-là qu'on peut avoir des réponses. Les gens oublient que les frères musulmans, c'est les ennemis jurés des djihadistes. Donc, par exemple. Non, ce qui vient d'être dit est absolument vrai, naturellement. L'islamisme n'est pas un bloc, l'islamisme n'est pas un bloc monolithique. Il y a des courants. Malheureusement, il y a eu des précédents assez récents qui finalement ont joué contre cette finesse d'analyse d'une certaine manière, comme Ennahda qui en Tunisie a joué le jeu de la main tendue vers les salafistes et qui finalement cette main tendue n'a pas été admise, acceptée par Ansar al-Sharia et finalement ces salafistes tunisiens ont pour une grande partie d'entre eux, basculer dans le djihadisme notamment. Georges Fenech, est-ce qu'il faut fermer ces mosquées salafistes en France? Wassim Nass dit qu'il faut faire aussi attention avec cette notion de salafisme, parce que salafisme n'est pas égal à djihadiste. Mais est-ce qu'il faut fermer ces mosquées où il y a justement des prêches, où il y aurait en tout cas des prêches radicaux? C'était un chiffre, effectivement, on est autour d'à peu près 80 mosquées salafistes en France, bien identifiées. Je ne crois pas qu'il faille fermer en tant que tel des mosquées salafistes. Il faut fermer des mosquées lorsqu'à l'intérieur de ces mosquées sont dispensées des prêches de haine ou d'appel au djihad. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il y a eu d'ailleurs plusieurs aumôniers qui ont été expulsés et plusieurs mosquées qui ont pu être fermées déjà par le passé. Donc c'est cela à quoi nous sommes confrontés. Il faut éviter ce genre de discours. D'où l'importance de ce que vous dites sur la formation et le recrutement des aumôniers. Vous avez parlé des aumôniers dans les prisons françaises, les imams dans les prisons françaises. Vous avez cité un chiffre de 180 qui va passer à 240. Et pour bien comprendre qu'on est encore largement en dessous de ce qui est nécessaire, il y a à peu près 350 aumôniers catholiques dans les prisons françaises. Et les prisons françaises, on ne va pas se le cacher, il y a à peu près 60% de musulmans pour 180 aumôniers. Donc vous voyez la disproportion des chiffres. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je les ai vus, notamment à Fresnes. Ils m'ont expliqué qu'ils vont attendre une semaine pour pouvoir faire leur prière dans le lieu de culte parce qu'il n'y a pas assez de place, pas assez d'aumôniers. Il y a un délai d'attente. Vous voyez ? Donc, je crois qu'il faut véritablement faire un effort là-dessus. Autrement, vous avez ce qu'on appelle des aumôniers ou des imams autoproclamés qui sont des détenus dans les prisons et qui vont suppléer votre absence parce que vous pouvez pas être partout. Ça, c'est l'absence, c'est le vide. Voilà, et qui vont faire de la radicalisation. Oui. Non, vous parlez des mosquées. Il faut faire attention, fermer une mosquée si cela s'avère, je dirais, après l'enquête. Mais vous savez, dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue, c'est un lieu public qui est ouvert à tout le monde. Donc maintenant, si la mosquée, elle est fréquentée par des salafistes, par des terroristes, je dirais quel est le tort de l'association. Maintenant, si l'association elle-même et l'imam qui est recruté ou voire engagé par l'association prône un discours salafiste ou extrémiste, là, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention. Vous avez posé aussi la question sur l'UEF. Non, l'UEF, moi, je ne pense pas que ce soit une association ou une fédération. C'est plus qu'une association, une fédération d'extrémisme. C'est des frères musulmans. C'est très controversé quand même oui, en France. On a parlé souvent de Paradawi, qui s'est prêche haineux quand même sur Al Jazeera. La fédération de grandes mosquées de Paris, voire d'autres fédérations, je dirais, si on veut dire, leur idéologie ou leur façon de voir l'islam, mais ce ne sont pas des gens dangereux, ce ne sont pas des extrémistes, ni des intégristes. Il faut un travail quand même important dans les cités, dans les quartiers. Maintenant, appartient au service de l'État, si cela s'avère que ce soit l'UEF ou telle mosquée avec son imam prêche un discours extrémiste qui n'épouse pas les valeurs de la République. Aujourd'hui, elle est là parce qu'on a parlé de la formation des aumôniers, mais aussi les questions avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qu'on reçoit tout à l'heure à la Grande Mosquée de Paris, de la formation des imams. On parle des présents, mais parler de l'extérieur, parce qu'il faut préparer les choses en amont. On a des mosquées, mais qui on va mettre dans ces mosquées? Aujourd'hui, il y a des imams qui viennent de l'étranger,
on ne met pas en doute leur formation théologique, mais ils ne sont pas adaptés au discours et aux réalités sociétales de la France. Ils ne sont pas audibles, ces imams. Parce que moi, ils ne sont pas audibles, ces imams étrangers. Non, j'étais invité à la C'est parce que, excusez-moi, parce qu'ils ne sont pas bilingues. Le problème, il est là. Non, mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi pilotés, pardonnez-moi, est-ce qu'ils ne sont pas aussi pilotés par des pays? Non, je ne pense pas. Mais je vais vous donner un exemple. Ils sont affectés, mais en aucun cas, les imams qui viennent de l'étranger sont pilotés ou manipulés. Dans leur discours, il n'y a aucun discours politique. Et ils ont des instructions, je parle de ma chapelle, pour les imams de la Grande Mosquée de Paris, ils sont 140 en France, ils ont les strictes instructions de ne pas faire de la politique. Ils font leur prêche, ils font les 5 prières, ils reçoivent les fidèles. Mais c'est vrai que leur discours n'est pas adapté à une réalité sociétale française. Nous jeunes, nous moins jeunes, ne parlent pas français. Et je suis pour une formation... Ça veut dire quoi? Un exemple quand même, Missoul Chaoui. Quand vous dites leur discours n'est pas adapté à la réalité sociétale française, donnez-nous un exemple concret. C'est un discours arabe littéraire qui n'est pas compris par les jeunes et les moins jeunes. Mais ce n'est pas que ça, monsieur. Je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, j'étais invité à parler devant plusieurs imams. Oui. Donc, ils étaient tous étrangers. Et le sujet était la radicalisation. Oui. Donc moi, je vous pose une question. Comment vous voulez que des jeunes de 3e génération qui sont français et qu'il n'y a rien de plus normal pour un jeune qui soit en rébellion contre la société, écoutent, ou comment vous voulez que ces imams soient audibles par ces jeunes, ces imams étrangers qui sont dans une logique d'intégration à la société? Parce que vous savez très bien que les imams, s'il n'est pas imam, il ne peut pas changer de boulot, il rentre chez lui. Donc voilà. Ils ne sont pas audibles. Voilà. Là aussi, il y a le statut de l'imam. Vous savez, le métier le plus difficile aujourd'hui... Autre chose que l'intégration? Mais non, des imams français. Non, bien sûr. Non, vous n'avez pas compris. Non, il faut... un imam étranger qui est dans une démarche d'intégration. Comment vous voulez qu'il soit audible par un petit jeune qui est en rébellion? Non, il faut des imams qui connaissent la loi française. C'est ce que je disais, monsieur. Qui connaissent les valeurs de la République, qui savent ce que c'est que la laïcité, le pacte républicain, connaître les institutions et qui parlent français. Mais bien sûr. C'est ce que je suis en train de dire. Mais Belling Nabli, on a parlé aussi beaucoup de ces imams qui sont quand même pilotés par des pays étrangers. En tout cas, ces mosquées qui sont financées, on dit que la Grande Mosquée de Paris est financée par l'Algérie, voilà, par l'Arabie Saoudite, qui a des fonds d'Arabie Saoudite, le Maroc, on peut les citer, ils sont nombreux, le Qatar, etc., etc. Donc il existe quand même des imams venus de l'étranger qui sont pilotés par des pays, ou alors est-ce que c'est de la fantasmagorie? Non, c'est vrai, mais ça s'inscrit dans une histoire. Ça s'inscrit dans une histoire, et puis derrière ce qu'on veut appeler l'islam de France, il y a une géopolitique mondiale, en vérité, une géopolitique du monde musulman. Il ne faut pas se le cacher, c'est une vérité. Et derrière, il y a des rivalités, y compris régionales, en particulier entre l'Algérie et le Maroc. Mais ce qui est intéressant là, et c'est un discours important, et un discours de responsabilisation finalement des imams et de toutes les personnes qui veulent se présenter comme parlant au nom de la religion. Quel que soit leur titre finalement et quel que soit leur statut, vu que les statuts ici sont assez plus ou moins formalisés. Donc on ne sait pas qui... d'enseignant pour information. Enseignant, mais vous voyez bien qu'il y a un problème qui fait quoi? Mais dès lors qu'on tient un discours public ou même privé, dans le cadre d'un tête-à-tête en prison, il y a le sens des responsabilités qui doit prédominer. C'est un discours de responsabilisation, donc du côté des religieux, mais aussi, je dirais, du côté des responsables politiques. On a parlé des problèmes d'interprétation du Coran, des divergences d'interprétation. Il y a des courants doctrinaux opposés, antagonistes, incontestablement, et ça donne lieu et ça nourrit finalement aussi cette dimension de tension et de conflit. Mais du côté de l'espace public franco-français, il y a aussi un problème de sémantique, où il y a l'usage et le recours à des expressions mal maîtrisées par un certain nombre de responsables. On parle de laïcité sans définir finalement ou sans attache avec le principe de laïcité tel qu'il a été défini par la loi de 1905. On parle de guerre de civilisation, on parle d'islamo-fascisme. Bref, ça va dans tous les sens. Finalement, et la confusion finalement entretient aussi les crispations et la stigmatisation et le rejet. Donc il faut que tout le monde, d'une certaine manière, assume sa responsabilité. Il y a aussi une responsabilité aussi des politiques, si je vous entends bien aussi. Des politiques. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus éviter, c'est l'intérêt de tous, le débat sur la place de l'islam en France, de France. Nous avons eu et nous avons reçu les plus hauts responsables chez les Républicains. On a eu
une journée consacrée à cette question-là. On a fantasmé à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si on ne pouvait plus dialoguer avec des représentants religieux, comme nous l'avons fait aussi avec d'autres confessions. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même et le gouvernement ont engagé, vous dites que ce soir vous allez recevoir le Premier ministre, c'est normal, il faut qu'on ait été reçu au ministère, un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour l'histoire des foulards à l'école, l'histoire de la nourriture à l'école. Quels doivent être le comportement dans une république? Tout le monde doit contribuer. C'est des questions qu'il faut tous les acteurs sociaux, politiques, économiques doivent participer pour Parce qu'en France, on est attaché à la laïcité, à la République et toutes ses valeurs. Il faut que l'islam, que nous respectons, respecte juste sur la laïcité. Les valeurs de la République. Oui, sur la laïcité, je pense que c'est une très bonne loi. Il ne faut pas chercher à faire d'autres. Il faudrait non seulement la respecter et l'appliquer par les politiques qui l'ont élue, parce qu'il y a deux extrêmes. Aujourd'hui, elle est utilisée par l'extrême droite politique, par des extrêmes religieux, mais aussi il y a le juste milieu. Les 7 ou 6 millions de musulmans respectent la laïcité, même s'il y a un travail pédagogique très très important d'expliquer ce que c'est que la laïcité aujourd'hui. C'est le travail que nous sommes en train de faire au sein de nos institutions, et notamment dans la formation des futurs cadres. Aussi, les cadres qui vont arriver de l'Algérie, il y a une première formation de 3 semaines au ministère sur les institutions françaises. C'est un début, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait s'orienter sur la formation de cadres français musulmans qui épousent le pacte républicain, qui aiment la République. C'est un discours, c'est pas de la démagogie, c'est pas de la démagogie, c'est une réalité aujourd'hui pour les musulmans. Ouais, Belling Nabli, on en parlait au début de ce débat, et j'aimerais bien qu'on en parle quand même à la fin, la responsabilité peut-être aussi justement des politiques, que vous le disiez tout à l'heure, Georges Fenech, de droite ou de gauche. Finalement, c'est aussi une jeunesse qui était en désespérance. Vous le disiez, Wassim, qui va de galère en galère, qui n'a pas de travail. Est-ce que c'est pas aussi ces jeunes qui se tournent vers l'islam radical, finalement, qui ont besoin de revanche, finalement, sur la société, hein. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire, c'est-à-dire sortir ces jeunes de ces ghettos, qui est plus de mixité sociale, c'est l'emploi, ça passe aussi par l'emploi, finalement. Est-ce que c'est pas là le cœur dans le fond du fond, le cœur du problème? C'est un vrai problème sociétal, un problème économique. Honnêtement, si on s'en tient au profil des djihadistes qui ont été identifiés, on ne peut pas dire qu'il y a un profil type et qui correspondrait finalement à ce jeune qui serait en rupture avec la société ou qui se sentirait comme totalement discriminé, etc. etc. Il n'empêche, vous avez raison de dire que sur le fond et structurellement, une vraie politique publique de lutte contre le djihadisme ou même contre le terrorisme par rapport aux djihadistes français doit prendre en considération un arrière-fond économique et social, incontestablement. On vit quand même dans un pays qui est traversé par une ghettoisation territoriale et sociale, et ça ne peut que nourrir ce type de dérive comportementale. Ça ne peut que le nourrir. En plus des mesures sécuritaires, il faudrait des mesures socio-économiques et politiques. Donc, il y a on ne voit pas pour l'instant. Oui, c'est quand même la vérité. On ne voit pas de politique de la ville. On ne voit pas... C'est que les jeunes... des milliers de politiques de la ville, c'est vrai. Permettez, les jeunes citoyens de confession musulmane sont stigmatisés. Il y a la fracture sociale qui fait Tous les gouvernements successifs ont échoué sur ces politiques dites de la ville. À chaque fois qu'on a déversé des milliards et des milliards, ça n'a rien donné. On est face à un phénomène d'échec de l'intégration des jeunes issus de l'immigration et du Maghreb notamment. Si on ne voit pas ça en face, on ne réglera jamais rien. Et ça, c'est votre responsabilité confessionnelle. C'est notre responsabilité. L'intégration, oui, mais c'est important. Vous êtes en train de dire on n'a rien fait, on n'a rien fait. Mais intégrer qui? Aujourd'hui, le problème est français. Ça a été un échec total. Ce sont des citoyens français, ce sont des jeunes français. On a à les intégrer rejettent dans quoi la que ce soit. société française. Mais parce qu'ils sont rejetés. Ils ne la veulent pas. Ils sont rejetés sans stigmatiser. Aujourd'hui, le taux de chômage, la communauté... Stigmatisé par qui? Par les politiques, monsieur.
Ah oui, si. c'est nous qui stigmatisons oui. ces jeunes. Si, parce que Si y a vous le tenez ce taux de discours, chômage... vous leur donnez raison, vous comprenez? Non, mais c'est vrai. Si vous leur donnez des discours dans les prisons, alors là, ça va faire des dégâts. Non, pas du tout. Il y a une Allez, stigmatisation qui est Wassim faite. Nasr, le mot de la fin. Wassim Nasr et ensuite Karim Yayaoui. En tout Le cas, mot en de la ce qui fin. concerne la France, il y a beaucoup de talents parmi ces jeunes issus de l'immigration. Il faut donner la parole aux vrais représentants de cette génération. Il faut donner la parole aux jeunes de banlieue. Ils ont beaucoup de choses à dire et il faut leur donner la parole et les trouver les bons représentants. Et qui retournent les armes vous contre les leur propre intégrez pays. dans quoi? Ce sont des jeunes Français comme moi. Allez. C'est quand même grave ce que vous dites, Monsieur Fenech, parce que si vous prenez le cas du jeune Américain qui a tué ses propres concitoyens... C'est grave de dire qu'il y a C'est un jeune Américain qui a tué d'autres Américains. qui retournent les armes Personne n'a contre pensé des à Français remettre en et cause qui sa veulent mettre des nationalité. attentats. Allez, c'est la fin de ce débat. Américain Merci qui a à tué tous les d'autres quatre d'y avoir participé. Un œil sur les médias. Karim Yayaoui. De l'UMP sur l'islam. Bonsoir Karim Yayaoui. Bonsoir, Tout ce qui a fait le bonsoir buzz sur les réseaux sociaux, on reparle de Manuel Valls qui envisage la fermeture des mosquées tenues par des salafistes. Et encore, il faut être très prudent, c'est ce que nous a expliqué Wassim Nasr sur la notion de salafiste, parce qu'il y a des salafistes qui ne sont pas du tout bellicistes, au contraire, qui sont piétistes. Réaction donc chez les politiques et les imams. Alors évidemment, il est question des salafistes qui ont des discours de haine et qui pourraient amener un certain nombre de jeunes à se diriger vers des actes violents. Du côté des politiques, il n'y a pas énormément de réactions finalement, mais l'ensemble de l'espace politique, lorsqu'il s'exprime, est plutôt favorable à ces fermetures de mosquées, terreaux de radicalité. Nicolas Sarkozy s'est exprimé du côté du Monde, largement relayé sur des sites d'information comme celui-ci, Sputnik. Il demande la fermeture des mosquées salafistes dans les plus brefs délais, mais il a aussi un certain nombre de propositions qui sont développées aujourd'hui sur le site du Monde. La répression des sites djihadistes, des sites Internet, l'emprisonnement, selon lui, des Français qui reviendraient après avoir combattu aux côtés de Daesh. Autre élément, passer à la vitesse supérieure quant à l'habilitation des imams. Il faudrait que ces imams qui soient proposés par le CFCM soient ensuite validés par le ministère de l'Intérieur et à la moindre dérive, cette validation sauterait. Et puis il a aussi évoqué l'idée de voir... Ça fait des années quand même qu'on en parle, de la formation des imams. C'est vrai que ça fait des années. Ça fait et quelques évidemment, années, dès que ce thème ressurgit, il y a des propositions qui ont déjà été faites par le passé, qui sont rééditées, et c'est exactement ce qui se passe ici. Alors, il y a aussi des réactions de la part de la communauté musulmane et d'un certain nombre d'imams. Il y en a un qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, il s'appelle Abdelali Mamoun, c'est le porte-parole du Conseil des imams de France. Il est aussi imam d'une mosquée dans le 94 à Alfortville. Lui a des mots assez clairs et assez radicaux. Il faut permettre et inviter les pouvoirs publics à faire un vrai travail de nettoyage dans ces mosquées. Ça, c'est ce qu'il explique sur l'antenne de BFM. On l'a aussi entendu sur Europe 1 aujourd'hui. Alors, ordonner la fermeture ou le changement de l'imam, parce qu'il partage le point de vue d'un autre imam, Tarek Obrou, qui est devenu quelqu'un avec qui le ministère de l'Intérieur dialogue régulièrement ces derniers temps. Lui considère qu'il ne faut pas pénaliser les fidèles en fermant ces mosquées, mais avant tout écarter les prêcheurs de haine. Ce qu'il appelle les prêcheurs de haine, eh bien, il y en a déjà un certain nombre qui ont été renvoyés, une quarantaine depuis 2012 et une dizaine rien que depuis le début de l'année 2015. Mais pour lui, cette fermeture de mosquées est un élément parmi d'autres, puisque le problème est multifactoriel et ça ne suffira évidemment pas à régler le problème. Et puis du côté de 20 minutes, aujourd'hui, on donnait la parole au recteur de la mosquée de Lyon, Kamal Kaptan. Lui, au contraire, veut faire des mosquées des remparts contre le radicalisme. On envisage notamment à Lyon, à partir de la rentrée prochaine, des modules pour les 14-18 ans pour leur expliquer ce qu'est le vrai islam et puis éventuellement la construction d'un centre de réflexion qui serait adossé à la mosquée de Lyon où chacun pourrait venir s'instruire, que l'on soit musulman ou non musulman.
Un des axes de la lutte contre le djihadisme, c'est également Internet. Alors aujourd'hui, Europol a lancé une unité spéciale contre la propagande djihadiste, des spécialistes des réseaux sociaux qui vont tenter de contrecarrer une propagande très abondante sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou encore sur Facebook, abondante mais aussi parfaitement ciblée. On sent bien que les djihadistes savent à qui s'adresser. Les cibles qui sont repérées sont évidemment des cibles fragiles, c'est ce que souligne cet article. Alors on ironise du côté de l'opinion en expliquant que 15 policiers pour traquer plus de 45 000 comptes djihadistes, c'est relativement peu, voire très peu. Mais évidemment, ce n'est pas tous ces comptes Twitter qui vont être suivis. On va essayer d'identifier ceux qui sont en quelque sorte les leaders sur la toile pour essayer de contrecarrer leur propagande. Merci beaucoup, merci Karim Yaoui pour cette chronique. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal sur France 24.